Vous écoutez Géopocalypse, géopolitique d'un monde en tension. Salut Yoni. Salut Julien. Alors je vais même pas te demander comment ça va pour cette fois, parce qu'on va pas se mentir, pour les sujets qui nous intéressent, ça va pas, et c'est presque un, on est presque pas dans l'exagération en disant que on vit un peu un cauchemar réveillé en ce moment. Ouais, non, c'est vrai, ça se passe pas Au super niveau bien. géopolitique. Alors, le problème, c'est que le début d'un cauchemar, on voit pas, voilà, pour l'instant, on voit pas trop d'air. Hmm. Moi, je dois te dire que par rapport à la semaine dernière où on a enregistré, etc., je savais que la situation était compliquée, mais voilà, j'avais d'autres choses à faire et je m'étais pas intéressé de très près. Là, les derniers jours, je me suis plongé vraiment intensément dans les dossiers, dans ce qui se passe Ouais, au niveau géopolitique aux États-Unis et donc les répercussions mondiales. Et oui, non, je pense qu'on peut parler de cauchemar éveillé. ouais, Est-ce que tu veux parler un peu par exemple, de ce qui se passe sur le front russe, Ukraine, les négociations avec ouais, les États-Unis et un peu résumer la situation, s'il te plaît. ouais. Bah, en fait, c'est ce qui était prévu en train d'arriver, mais c'est toujours horrible. Ça me rappelle un peu février 2022. Ça Hmm. faisait des mois que je savais que la Russie allait attaquer, mais au moment où ils attaquent, ça reste quand même un truc, ça met une baffe. Ouais. Et là, c'est un peu pareil sur Trump. Je savais depuis un moment, et beaucoup d'autres analystes savaient depuis un moment que Trump, il est pas forcément très bon pour l'Ukraine et que l'intérêt russe est aussi important que l'intérêt ukrainien pour lui. Il a eu beaucoup de gens qui l'ont défendu quand même chez les Ukrainiens, mais chez les Ukrainiens, ça se comprend parce ils ont besoin d'espoir et ils ont besoin d'y croire, donc c'est normal. Mais beaucoup de gens sérieusement tentaient de nous faire croire que Trump allait être bon pour l'Ukraine et que Biden était très mauvais, que Trump serait super. Et Biden n'était pas parfait, mais ce qui s'est passé hier prouve que Trump n'est pas très bon. Et en gros, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Exef, qui est l'équivalent du ministre de la Défense américain, Mhm. qui a Ouais. annoncé sans demander quoi que ce soit à Kiev. Il a annoncé que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN et que les États-Unis vont arrêter de s'occuper de l'Europe. Je simplifie un peu, hein, mais c'est un peu ce qu'il a dit Mhm. et que l'Ukraine n'a pas besoin de rêver de retrouver toutes ses terres. Et en fait, ce qui est très problématique là-dedans, c'est que ça s'est passé en même temps que déjà il y a Tulsi Gabbard qui a été placée directrice des renseignements américains nationaux Ouais. Ouais. en même temps, et en même temps que ça, il y a Trump qui parlait avec Poutine au téléphone et qui a écrit un énorme long statut sur ça. Il a fait un long post sur Truth Social où il a dit en gros que merci à Poutine et merci de l'appel, j'espère qu'on va bientôt collaborer, t'es le meilleur, bla bla. Et, euh, et du coup, ce qui est problématique là-dedans, c'est que si jamais les États-Unis voulaient vraiment une négociation fair and square, un peu comme à l'anglaise, un truc vraiment honnête, qui essaye au mieux de trouver un résultat positif pour l'Ukraine, Mhm. ben, à chaque fois, déjà, une des règles de base de la négociation, c'est que tu négocies pas avant que la négociation commence. Tu peux avoir plusieurs personnes qui négocient en même temps et tu peux pas donner quelque chose gratuitement. Il faut que si ton côté fait des concessions, il faut que l'autre côté fasse des concessions aussi. Et un des plus gros leverage que l'Ukraine avait, c'est justement l'OTAN. En gros, les demandes que l'Ukraine a pour sa sécurité, parce que, admettons, même dans un scénario où l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, l'Ukraine aurait pu échanger cette chance de rentrer dans l'OTAN contre, par exemple, des terres ukrainiennes. Donc ils auraient pu dire, c'est un exemple, mais ils auraient pu dire à Poutine pendant les négociations, vous nous rendez ce que vous occupez à Zaporizhia et à Kherson, et en échange, nous on rentre pas dans l'OTAN. C'est un exemple, hein, c'est pas ce qui se passe, mais ils auraient pu avoir quelque chose de conséquent parce que l'OTAN c'est un gros truc. Et là, les États-Unis en gros font d'énormes concessions au nom de l'Ukraine sans demander à l'Ukraine et sans demander quoi que ce soit en échange. Et ça, c'est un énorme problème et ça montre que les États-Unis ne cherchent vraiment pas à trouver un deal pour l'Ukraine qui fait plaisir à l'Ukraine. Et en même temps, pendant que ça c'était en train de se passer, il y avait un envoyé de Trump qui était à Kiev en train d'essayer de faire signer Zelensky, de faire signer un papier Mhm. où l'Ukraine donne ses métaux précieux, 500 milliards de métaux précieux aux États-Unis. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'était prévu. Et même si beaucoup croyaient que ça n'allait pas arriver, c'est arrivé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les États-Unis, comme Trump ne donne plus d'armes à l'Ukraine, les États-Unis livrent encore des armes qui avaient été promises à l'époque, mais il n'y a pas eu de nouvelles promesses d'armes
depuis que Mm. Trump est au pouvoir. Du coup, l'Ukraine ne dépend pas énormément de Trump. En fait, c'est la faiblesse de Trump, c'est que Trump, il est débile et il se rend peut-être pas compte, mais sa faiblesse, c'est que si l'Ukraine ne dépend pas des États-Unis et si l'Ukraine n'attend pas d'aide des États-Unis, les États-Unis vont avoir du mal à forcer l'Ukraine à signer un papier que l'Ukraine ne veut pas signer. Du coup, si les États-Unis avaient promis une énorme, je sais pas, aide militaire et financière à l'Ukraine, l'Ukraine serait condamnée à écouter ce que les États-Unis les forcent à signer. Mais Oui, là, il n'y a pas ce côté-là. oui, Et du coup, Zelensky a pas signé le papier hier. Mais après, il va peut-être le signer dans le futur, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il n'a pas signé. oui. Et ce qui est normal, parce que l'idée, c'était que les États-Unis reçoivent les 500 milliards de métaux rares, mais à condition qu'en échange, ils aident l'Ukraine. Mais du coup, là, s'ils aident pas, et en même temps, ils font des concessions sur tout, ça vaut pas le coup de donner 500 milliards. Tu vas me dire si tu es d'accord, mais je pense que pour l'instant, de ce que j'ai observé de la communication de Zelensky, diplomatique officielle sur Trump et avec Trump, Hmm. il essaie beaucoup d'arrondir les angles, il essaie de Ouais, il est obligé. flatter, voilà, il essaie de flatter Trump, il essaye de se montrer positif, il essaye de se montrer tout ce qu'on Hmm. veut, mais je pense que foncièrement, il en pense pas un mot, qu'il est extrêmement prudent. Je n'ose imaginer qu'il soit pas prudent. Après, c'est évident que quand tu es dans la position d'un chef d'État qui est sur la brèche depuis 1200 jours, avec tous les jours des soldats qui meurent, des civils qui meurent, ta population qui est dans un état Hmm. déplorable, etc., etc., évidemment, tu as des dilemmes moraux que n'a pas à se poser Ouais, un politicien en règle générale, ouais, tu vois. ouais, non, ils sont Donc c'est obligés. sûr Ouais. que voilà, c'est hyper compliqué, mais je pense quand même que c'est un peu ce qu'on parle, du moins pour le moment, sur un point de vue, sur un pur niveau militaire. Je pense que l'Ukraine juste va pas signer leur truc et va dire bah désolé, mais les Hmm. conditions sont absolument pas garanties pour qu'il y ait une paix Hmm. et voilà. Mais je pense Ouais, que pour l'instant, il veut absolument pas. Je pense qu'il veut absolument pas provoquer Trump parce je pense qu'il sait que ça sert non. absolument à rien en fait. Et d'ailleurs, Trump tente aussi de le provoquer probablement parce que je pense que Oui, il va le Trump se faire rend d'ailleurs. peut-être un petit peu compte que qu'il n'a pas énormément de leverage ni sur Hmm. l'Ukraine ni sur la Russie. Et du coup, peut-être que D'influence, c'est ouais. un moyen. Ouais. Après, son problème aussi à Trump, c'est que hier, il a eu une petite conférence de presse et on lui a demandé, un journaliste lui a posé la question sur les négociations, parce qu'en gros, il négocie avec la Russie sans que l'Ukraine soit présente. Et ils lui ont demandé si l'Ukraine est un négociateur à égal avec la Russie. Il n'a pas voulu répondre, ce qui est vraiment problématique. Mais après, Trump, c'est le plus bas niveau de l'humanité. C'est quelqu'un qui est vraiment c'est quelqu'un de pitoyable. Mais comme tu dis, il y a une bonne chance que l'Ukraine ne le signe pas. Après, ça va dépendre. Les États-Unis ont quand même beaucoup de moyens de pression que Trump n'a pas encore utilisés, mais il y a quand même pas mal d'armes que l'Ukraine a, par exemple, qu'ils ont reçues des États-Unis à l'époque et qui, par exemple, pour la maintenance, ont besoin de l'aide américaine au niveau technologie, etc. Et si les Ouais. États-Unis refusent de vendre des spare parts, etc., ça peut quand même être problématique. Donc, il y a des moyens pour les États-Unis de jouer au con s'ils veulent le faire, mais on va voir si ça se passe ou pas. Mais c'est horrible. Après, ce qui est triste aussi, c'est que Trump, il avait un gars qui s'appelle Keith Kellogg, qui est un général et qui était censé être l'envoyé pour négocier pour la fin de la guerre. Mhm. Et Keith Kellogg, c'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui est quand même pas pro-russe. Et en fait, Keith Kellogg, on n'entend pas parler. En fait, Trump négocie sans lui. C'est problématique. Le seul avantage, les États-Unis ont un peu moins de poids maintenant qu'au début de la guerre, comme ils aident moins. Bah Et forcément, je veux dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. c'est ça. Je veux dire, il y Et a un du moment. coup, après, la solution, ça serait que l'Europe, si on était un peu plus intelligent, si les gros pays européens et même les petits pays européens, si on disait, on va donner, je sais pas, j'invente, hein, mais admettons, là, on va donner 30 milliards par an en plus d'aide militaire à l'Ukraine pour les 3 prochaines années. Et pareil, en aide financière, j'invente, hein, c'est juste, mais je dis Ouais. juste ça, comme ça enverrait un message que l'Ukraine peut s'en sortir sans les États-Unis et que peu importe ce qui arrive, ils vont s'en sortir. Et ça changerait pas mal le calcul. Mais là, l'Europe, ça fait des années qu'on sait que Trump risque de revenir et ça fait des mois qu'il est de retour et on fait rien. Là, on est choqués. Nos leaders sont choqués, on attend. Et Trump, il a Ouais. envoyé son stagiaire, J.D. Vance, en Europe l'autre jour. Au Et sommet de l'IA, ouais. t'avais les commissaires européens à genoux devant lui, en train de lui dire merci. Ouais, Alors que les États-Unis sont en train de menacer le Danemark d'invasion c'est et en ça. train de menacer de faire Et le mec nous menaçait sur l'IA. C'est ça, Tranquille. c'est ça, Détendu c'est du ça. slip. Détendu du slip à Et Paris. ils veulent prendre Gaza aussi et ils veulent virer tous les Palestiniens de Gaza. Et pour l'instant, t'as les dirigeants européens qui sourient et qui tentent de pas le froisser. Et le problème avec ça, c'est que les gens comme
Trump, Xi, Poutine et tout ça, c'est des gens qui respectent pas forcément la faiblesse. Bah non, Pour c'est avoir un l'inverse. bon deal avec eux, faut pas être trop gentil et faut pas trop leur Non, donner ce qu'ils veulent. non. Et espérons que c'est pareil, là aussi, une façade, une Hmm, sorte de dos rond, et qu'il y a d'autres choses en préparation, un minimum de hmm, résistance concertée en préparation, etc., j'espère. etc., et que voilà. Mais Mais on est destiné à être espéré. ouais. Mais tu sais que vu les choses de fou qui se passent aux États-Unis au niveau intérieur avec le coup d'État de Hmm, Musk actuellement sur le gouvernement fédéral, hein, on va parler ouais. franchement. Là, on attend aussi une réaction. Ça vaut ce que ça vaut toujours hein, quand on n'est plus malheureusement quand on a plus de 20 ans et que on a fait des Hmm, manifs et qu'on a vu que ça n'avait pas servi à grand-chose. Quand t'as manifesté en 2003 contre l'invasion de l'Irak, bon, moi c'était mon hmm, cas. Bon, bref, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. On en est quand même à un niveau où on a un peu l'impression qu'on attend, qu'on espère quand même de la part des Américains aussi hmm, une certaine réponse de la société civile, une certaine ouais. coordonnée. Là, on est vraiment, moi, je suis vraiment halluciné de voir que, bon, malheureusement, ça fait partie de la mentalité américaine aussi, extrêmement spectatrice de la plupart des gens, quoi, qui sont dans la société du spectacle et qui sont. Mais là, en plus, il y a eu le Covid, il y a tout, quoi, où les gens sont vraiment plus habitués à manifester en vrai, en fait. Ouais. Et du coup, alors, il y a quelques petits trucs qui se passent, mais je veux dire, là, par rapport à ce qui se passe, qu'est en train de faire Elon Musk au Hmm, gouvernement fédéral, il devrait y avoir 5 millions de personnes dans la rue tous les jours, quoi. ouais. Le problème Et aussi avec ça, c'est que en France, les manifs, ça peut marcher parce que c'est un pays assez centralisé quand même et qui est assez petit en taille comparé aux États-Unis. Même si ça reste un grand pays, hein, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui peut prendre le bus ou le train et aller d'Amiens à Paris pour manifester. Mais les États-Unis, ça reste un pays tellement large en taille et tellement décentralisé que tu vas pas avoir des gens de Californie qui vont aller à Washington DC non, ou mais des gens de Floride et tout ça. sans Et du parler, coup, mais ça dans leur voudrait dire, état, tu vois, ouais. dans leur état. Et Il y après, en a un un autre truc, peu, il c'est y que, en a un peu. Je sais que ouais, les gens de la grosse, de très à gauche américain, mm, donc ouais, ouais, qui représentent, on va pas se mentir, qui représentent pas une énorme frange de la non, population, hein. non, Ils représentent un peu plus de monde que les Russes réellement anti-impérialisme russe, mais pas beaucoup plus, quoi. Bah, ces gens-là, ouais, il y a quelques trucs, mais en fait, ça serait juste aussi pour que les gens se redonnent un peu d'espoir, là, parce que là, les gens mm, sont qui se parlent, tu vois, qui se parlent, qui mm, se voient, qui fassent un truc, parce que là, j'ai l'impression que les gens sont totalement anesthésiés, et en partie ouais, ou totalement le c'est souffle le coupé, but. quoi. Ouais, mais c'est ça. Et la réponse politique Mm, des démocrates, de l'immense majorité des démocrates, elle est pathétique. ouais, Il y ouais, mais a, après, il y a ouais, peut-être 10% il y a peut-être 10% des démocrates, même pas 5-10% des élus démocrates à différents niveaux qui vont au front, tu vois, qui vont au combat, qui essaient vraiment de mm, résister. Les autres, c'est d'une mollasserie. Enfin, je veux dire, ils en sont à plus se critiquer les uns les autres, alors qu'il y a un mm. coup d'État qui est en train de se passer dans ton pays, quoi. Le problème que les démocrates Et ont, c'est que, et c'est là peut-être le succès de Musk et de Trump, c'est que comme ils essayent de nous noyer dans au minimum un scandale par jour, mais ils y arrivent et complètement en que plus. ils y arrivent et du coup, t'es en train de réagir à un scandale et il y a déjà le prochain, et du coup, c'est déjà trop tard. Et en plus de ça, comme ils ont le Congrès, le Sénat et le président, et en plus de ça, la branche Musk, c'est assez compliqué. Le seul moyen, c'est de les attaquer en justice. Ouais, Et le problème, c'est que là, ils sont en train de préparer la rhétorique pour dire qu'ils vont pas suivre les décisions des cours américaines. bah ouais, Et en plus de ça, après, si ça va à la Cour suprême, ils sont républicains et placés par Trump, certains, bah et ouais, du coup, à la bah Cour ouais, suprême, ça va passer aussi. Du bah coup, il n'y ouais, a pas 10 000 moyens non plus. Bien bah sûr, il y ouais. a le moyen d'aller dans la rue, ou il y a le moyen de. C'est Et, possible de les ralentir, mais au fond, et si on pousse un peu, toi, tu dirais vite fait, par exemple, s'il y a certains donc si la justice arrivait un peu à aller un peu vite pour la mm, justice, donc tu peux imaginer des mandats d'arrêt ou des mandats au moins de dire, écoutez, c'est totalement anticonstitutionnel ce que vous faites, arrêtez, et quoi. ça se fait déjà, il y a Ouais, déjà des décisions de justice qui arrêtent, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de les ralentir. ouais, Et ouais, non, bien sûr. Mais le problème aussi, c'est que si le temps passe, si quelques semaines ou mois passent, qu'ils ont fermé d'ici là quasiment toutes les mm, agences, tous les bureaux, qu'ils ont, mm. tu vois, qu'ils Non, mais ont. le plus gros scandale là-dedans, c'est que c'est basé sur un mensonge total parce qu'ils essayent de dire Ouais,
En fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que aux États-Unis, il y a vraiment des dépenses inutiles parce que c'est Ouais. normal, c'est la plus grosse économie sur Terre. Donc forcément, ils ont des dépenses au niveau fédéral qui sont comme partout, hein. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas de quelques dépenses qui vont pas. Et Et ils ont ils une dette, pourraient et ils ont vraiment, un problème de dette. Bon, ils ont voilà. un problème de De dette. dette. Et C'est ils pas toi qui pourraient créer un va le département. nier. Ils ont déjà un département qui Hmm. existe. Ils pourraient même créer un nouveau département et essayer de faire ça de manière transparente avec quelqu'un qui est spécialisé dans l'audit parce que Mais Musk, c'est pas quelqu'un qui, avec des c'est comptables ça. spécialisés, quoi. Et il pourrait vraiment faire Pas, un truc. Et il pas pourrait des même bros outsourcer de ça. 20 ans, quoi. C'est ça, mais il pourrait même outsourcer ça à des boîtes, pas un McKinsey ou je sais pas, PwC ou quelqu'un qui s'occupe de ça et qui a comme but de couper. Ils disent on a besoin de couper, je sais pas, 10% de la dépense fédérale. Ils pourraient tenter de ce genre de truc, Hmm. mais ils font pas du tout ça. Ce qu'ils font, c'est pas du tout de manière organisée. C'est vraiment au Ah ouais, feeling. ouais, Ce ouais. jour-là, Musk, il arrive et il décide de faire ça. Il a aucune expérience. Les gens qui travaillent pour lui, zéro expérience. Et en plus de ça, c'est juste que ça a aucun sens parce que Musk, bah, là, il y a des think tanks aux États-Unis qui font des calculs pour les présidentielles et un think tank qui est assez conservateur sur tout ce qui est dépenses est connu parce qu'ils font le calcul de combien la dette va monter en fonction des promesses de campagne des candidats. Et eux, ils avaient calculé que sous Trump, la dette va augmenter 2 fois plus que si Harris avait été élu. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les États-Unis, un quart de la dette publique américaine, c'est du premier mandat de Trump. Après, bien sûr, il y a eu le Corona pendant un an et tout ça, donc ça a joué, mais aux États-Unis, les gens ont calculé que Ouais. il a augmenté de 8 milliards. Donc on parle du gars qui a augmenté la dette, mais c'est le gars qui a le plus augmenté la dette publique américaine. Et maintenant, il veut baisser les impôts des riches et financer ça par de la dette. Et il va augmenter le plafond de dette de 4 000 milliards, ce qui va leur donner peut-être 2 ans de marge. Mais c'est un truc de fou, c'est qu'on se dit, le gars, Musk, il est en train de couper de manière totalement arbitraire des dépenses de 10 millions par-ci, 10 millions par-là, qui vont à Hmm. de la recherche pour le cancer et des trucs comme ça. Ouais. Ils coupent des trucs nécessaires comme ça, l'aide des médicaments VIH. Les retraites aux personnes âgées les plus vieilles, Ils coupent vraiment les trucs. écoles, des classes Ouais, spéciales pour les enfants dans les campagnes, pour les enfants handicapés, des ouais, trucs comme ça, quoi. ils coupent vraiment des trucs comme ça. Et je connais pas les détails de tout ce qu'il a coupé, mais je sais qu'il a Mais coupé oui, 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 oui. dans la recherche pour le cancer. Mais dans tout, hein, Le après. gars, Enfin, le gars, il pas coupe dans ce tout. genre de Non, trucs. justement, pas dans tout, mais ça sera encore une autre discussion. Ouais, il coupe ce genre de trucs, mais en même temps, il coupe pas les achats, les dépenses publiques qui vont dans ses boîtes à lui. Et Voilà. encore hier, il y a eu 400 millions, pardon, qui est allé de l'État fédéral à Tesla pour acheter des Tesla. Donc le gars, ça le gêne pas que l'État achète des Tesla chez lui, mais en même temps, il coupe dans la recherche au cancer et en même temps, il baisse les impôts. Parce que si jamais t'es un économiste, tu veux couper les dépenses du pays, tu peux couper les dépenses, mais dans ce cas, tu baisses pas les impôts. En tout cas, ok, si vraiment tu as un pays qui a beaucoup d'impôts, tu peux dire, ok, on va baisser les impôts et ça va créer de la croissance et ça va financer la différence. C'est possible si Tu fais un, c'est ouais, un pays. En France, tu pourrais peut-être le faire. Il ouais, pourrait y avoir un argument de dire que si tu baisses cet impôt-là, ça va ramener plus d'argent. ouais, Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Et les plus riches aux États-Unis ne payent pas tant d'impôts que ça. ouais, Et du coup, il n'y a aucun argument pour dire qu'on leur baisse de 4 000 milliards leurs impôts ouais. et que ça va ramener plus parce que c'est pas le cas. Mais Mais ils le font quand même. ouais, ouais. Mais tu sais, par rapport à ça, je vois de temps en temps des gens qui comparent ça à Milei en Argentine. Mais en Ouais, fait, j'ai l'impression que c'est pire. ouais, ça a rien à voir en fait dans le C'est sens où ça, Milei, Milei, on peut être opposé idéologiquement à ce qu'il a fait, mais il y avait une sorte de ouais, logique, il y a une il y avait une logique sorte de parce que logique basique en fait d'économiste Milei, libérale, voilà. ouais, Milei en fait il y avait une logique, c'est parce que l'Argentine a été en hyperinflation depuis longtemps et avait une économie qui partait totalement en vrille et c'était vraiment une urgence. L'Argentine, en Argentine, il y avait rien qui allait et Puis c'est parfois quand tu as endémique une en urgence. Argentine, ces hyperinflations, quoi. C'est C'est ça. Mais quand tu as un problème comme ça, moi je suis pas un ultra néolibéral comme non, non. Milei, mais si j'étais dans la situation de l'Argentine, je pourrais réfléchir à potentiellement, c'est peut-être même le meilleur moyen d'arrêter cette Sur le court hyperinflation. terme, quoi. Sur le court C'est ça, terme, après il faut même reconstruire, mais sur le moyen court terme, terme, ça pour reconstruire après. C'est très bien parce que quand tu as une hyperinflation, tu peux pas. ah ouais, En c'est fait, à hyper chaque dangereux, fois quoi. ouais, dès que tu augmentes les dépenses de l'État, ben, tu crées encore plus d'inflation et du coup, ça, tu peux pas te dire que tu vas protéger les pauvres en arrêtant l'hyperinflation en même temps, c'est pas vraiment possible. Ouais. Et du coup, à ce niveau-là, enfin, c'est possible, bien sûr, tu peux faire des programmes où c'est pas de l'argent qu'ils reçoivent, mais par exemple de la nourriture ou quelque chose, il y a moyen de faire des trucs, mais Mais c'est Milei, au chaud, moins, il quoi. a réussi à couper l'inflation Ouais. et il a suivi un truc néolibéral. Et Milei, au fond, c'est un gars qui a une idéologie, comme tu dis, il est pro-Ukraine, il est pro-Israël, on peut en penser ce qu'on veut, mais il a une idéologie qui va dans le sens où
c'est un néolibéral pro-Ouest. Mais Trump et Musk, il n'y a pas ça, parce que Trump et Musk, ils font semblant de ne pas aimer la dette publique, mais en même temps, qui disent ça, ils veulent couper les impôts et du coup augmenter les recettes de l'État. Pardon, baisser Euh, les recettes de ouais. l'État et augmenter la dette. Et en même temps, ils veulent te mettre des tarifs et faire du protectionnisme. En même temps, ils font genre, ils sont pro-business. En même temps, ils Non, sont mais, pro-Russie. En même temps, ils non, sont mais pro-Israël. ouais. Il y a moins de logique chez Ah ouais, ouais, mais en fait, c'est totalement effrayant de voir, en fait. C'est pour ça que quand on parle de, bon, les Américains en ce moment parlent beaucoup, commencent à faire beaucoup de références à l'historique des robber barons, Hmm, les barons. Bah, donc ça, on remonte au fin du 19e aux États-Unis où il y avait quelques ultra-capitalistes qui dominaient tellement tout que voilà, que les gens hmm, crevaient la gueule ouverte. Alors après, il faut se méfier, toujours pareil, des images en sortant complètement du contexte, etc. Mais euh, ce qui me choque encore plus avec toute cette histoire qui se passe, c'est le voir, le mélange. C'est pour ça que là maintenant, j'ose même plus. Je vais même plus commencer à hésiter, alors que je veux pas tomber dans quelqu'un qui va faire tu vois, qui va rentrer dans leur jeu à eux totalement, qui va faire moi aussi hmm, du post-truth et en rajouter et hmm, mentir et tout. Mais hmm, j'ai quand même l'impression que si je parle de mafieux, de vulgaires mafieux au pouvoir. hmm, C'est-à-dire, quand tu es un mafieux, tu te préoccupes de prendre le pouvoir et de le garder, et tu le gardes pour exploiter les autres. En gros, hein, je simplifie. Et hmm, pour dominer et pour développer ton business. Moi, mais dans un sens, je suis mais absolument choqué de voir ce mélange de hyper organisé, hyper cynique, hyper machin sur la manière dont ils ont réussi à prendre le pouvoir, parce qu'aussi ils avaient les moyens de le faire, les moyens médiatiques, les moyens, tout ce que tu veux, financiers, de pouvoir et tout, allié à plein d'autres niveaux, une incompétence totale, ça va être sur plein de dossiers une catastrophe. Et c'est d'ailleurs même peut-être, enfin, c'est ça aussi qui va faire que les Américains vont se réveiller à un moment ou à un autre quand même, tu vois. Au moins une hmm. partie, tu vois, parce qu'il forcément il va y avoir des conséquences. Tu peux pas couper tout ce qu'ils sont en train de couper d'une manière complètement arbitraire et aléatoire sans que ça foute un bordel monstre dans un pays pareil. Hmm. C'est pas, tu vois, alors je connais mal Ouais, l'Amérique de l'intérieur, je suis jamais allé et ouais. j'imagine que c'est toujours super compliqué, le gouvernement fédéral Hmm. là-bas et tout, mais bon, Le mais si tu problème, veux, c'est qu'il y ouais. a quand même beaucoup d'Américains qui ont voté pour ça. Et les États-Unis ont quand même, comme dit, c'est pas un hasard que Trump, qui est une Je sais sorte pas s'ils ont de, voté pour que Elon Musk, ouais, ils ont voté pour ça, même si, quand nous on regarde ça, on se dit pas qu'ils ont voté pour ça, mais ils ont quand même voté pour ça ça a dans le baissé sens où, alors après les polls, je suis pas allé vérifier s'ils étaient ouais, justes ou pas, mais ça a bien baissé là en quelques semaines quand tu es au pouvoir, tu prends toujours un peu cher sur les polls et ça va être Ouais, problématique. Mais mais le problème, alors, c'est que oui, certes, si tu compares à l'Europe, par exemple, en Europe, on n'accepterait pas ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on l'aurait jamais accepté. Mais aux États-Unis, les gens savent que Trump, c'est un violeur qui a commis 1 milliard de délits et qui a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait une tentative de coup en 2021 et ils l'ont quand même réélu. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Américains ont un monde, ils vivent dans un monde totalement différent, dans une bulle totalement différente de nous. Et pour avoir vécu aux États-Unis, ils ont une vision des choses qui est juste totalement différente de nous. Et Trump, c'est un peu le stéréotype, c'est un peu le sale stéréotype du riche qui a réussi. C'est-à-dire, c'est le gars qui arrive qui a fait de la chirurgie esthétique et qui met de l'auto-bronzant et qui a un costume bizarre qui lui va pas et qui tout doit briller, tout doit être en or. C'est vraiment la version kitsch du riche qui a réussi. Et il a joué là-dessus et il s'est fait élire 2 fois. Parce que c'est tellement, genre, les Américains aiment tellement ce côté, je suis riche et personne peut m'arrêter, personne peut ouais, me dire quoi justement, faire. à l'opposé du fédéralisme, enfin, du C'est ça, gouvernement, des élites intellectuelles, des c'est scholars, ça, des New-Yorkais c'est ça. branchés, tout ça, quoi. Parce que la majorité des États-Unis, c'est quand même, c'est pas, enfin, la majorité, il n'y a pas de majorité, mais c'est juste que il y a vraiment beaucoup, il y a des dizaines de millions d'Américains qui vivent dans le Midwest et qui sont, et dans les États du Sud et dans le Texas, etc., qui sont juste et là-bas aussi, il y a des démocrates, hein, mais c'est juste qu'il y a énormément de gens qui sont des sortes de capitalistes qui veulent vivre leur vie et qui en ont marre que l'État, ils sont un peu parano sur l'État, ils en ont marre que l'État leur dit quoi faire et ils aiment pas que l'État prenne trop de place dans l'économie et dans la société. Et pour eux, Trump, il a réussi depuis le début à se faire passer un peu pour le gars qui est une sorte de martyr, qui prend cher à leur place pour eux. Il a réussi à vendre cette image que moi, je suis un businessman, peut-être que j'ai fait des trucs qui vont pas, bla bla, mais au fond, moi, je suis là pour vous défendre, je vous représente et c'est moi qui prends cher
et tout le monde m'attaque et tout le monde veut se débarrasser de moi parce qu'ils veulent se débarrasser de vous. Ils veulent vous enlever vos armes, ils veulent vous enlever vos libertés d'expression, etc. Et du coup, s'il y a ce côté parano un peu fou, et tu rajoutes à ça le TikTok et X et la désinformation en ligne et Fox News, Les Fox etc., News et Truth c'est pas Social. étonnant que les États-Unis, et de toute façon, aux États-Unis, c'est toujours comme ça. Souvent, quand il y a un démocrate, ensuite, les gens sont pas contents des démocrates, ils votent. Et comme dit, il y a le Congrès, il y a le Sénat qui sont républicains. Ouais, non, Donc, c'est bien sûr, non, non, pas, mais c'est on est pour quand ça même sur d'ailleurs une, que c'est pour ça qu'on prend aussi cher. Mais après, ouais. après, t'es quand même d'accord avec moi que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, Non, c'est ce qui pas se passe business as maintenant, usual dans l'absolu au non, niveau non, 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 de du ce que va tout, faire un gouvernement, même du tout, du tout. hyper hardcore. Je veux dire, Ouais, ouais, même ouais, ouais. Bush, Non, le Bush à côté, c'était un enfant de cœur à côté voilà, l'administration de Bush, Trump. Ouais, ouais. ça n'avait rien à voir avec ce Non, non, qui semble qu'on est en bien train sûr. d'observer en ce moment quand même. Donc c'est pour 100%, ça je suis d'accord. voilà, Ouais, c'est ouais. pour ça on Non, peut pas, il faut ouais. pas. T'as raison de remettre un contexte historique et de remettre un contexte Mm. sociologique et de remettre un contexte tout ça. Mais d'un autre côté, on n'est pas là quoi. Enfin, c'est autre chose qui est en train de se passer là. C'est En fait, c'est autre chose qui est en train de se on est au passer, bord d'un mais la précipice, façon, ouais. on tombe dans on est on fait des pas dans l'inconnu. Et ça, c'est un fait. Ça, Ouais, ouais, c'est. clairement, clairement, on est sur de l'inconnu, mais ils ont quand même, c'est assez probable qu'ils ont utilisé des méthodes assez traditionnelles pour réussir à prendre le pouvoir. Donc ils ont, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, etc., mais c'est pas la première élection où les réseaux sociaux jouent un rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ce qu'ils font, c'est vraiment un hold-up et ils sont vraiment en train de prendre le pouvoir. C'est une sorte de coup en interne et c'est n'importe quoi, mais ils ont quand même les Républicains, ça reste, ben, c'est un système à deux partis et ça reste un gros parti et c'est un parti qui a beaucoup d'élus locaux, de terrain, etc. Et il y a beaucoup de Républicains aux États-Unis et dans ce sens-là, ça explique en partie pourquoi les Américains ne font pas tant de bruit que ça contre Trump, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont voté pour lui, qui sont pas forcément des fans de Trump, mais qui se disent laissons le faire pendant jusqu'au midterm, pendant 2 ans, et après on va voir ce qui se passe et on va voter en fonction. Et c'est pour ça, c'est pas facile pour les démocrates de savoir quoi faire, parce que comme ils peuvent pas faire grand-chose les démocrates peuvent pas faire grand-chose au niveau de la justice et des cours, ils essayent, mais c'est compliqué. Et dans la rue, s'ils essaient de bloquer, tu as les républicains qui vont leur dire ouais, mais bon, vous étiez au pouvoir 4 ans, laissez Trump gérer au moins 1 an pour voir ce qu'il fait. Ce qui est con, vu ce qui se passe, mais ça explique pourquoi les Américains sont pas forcément tous dans la rue actuellement, alors que ce qui se passe devrait les motiver à l'être. Mais comme ils ont voté pour Trump, c'est compliqué pour quelqu'un qui a voté pour Trump d'aller dans la rue et de dire ah Non, non, bien bah le sûr, et président. il a besoin il a besoin de toute façon, là, il y en a déjà des gens qui doutent, etc. Mais Mm. ils ont besoin déjà pour ceux qui vont réussir à changer d'avis, parce qu'il y en a Ouais, qui ne changeront pas d'avis parce que dissonance beaucoup. cognitive, Ouais. on Mm. connaît tous. C'est la fin de notre première partie, la suite dans quelques instants. Chers auditeurs, je voulais profiter de cette courte pause pour vous demander votre aide. Si ce podcast vous plaît, et j'imagine que c'est le cas puisque vous nous écoutez encore après presque une demi-heure, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur vos applis de podcast respectives. Mettez un like ou un commentaire, par exemple sur Spotify, c'est très facile. Déjà, c'est très important pour le référencement. Le podcast sera proposé à plus de monde, et puis ça fait vraiment très plaisir surtout. Et puis, si vous voulez encore plus nous aider, à vos amis, par email, sur vos réseaux sociaux, partout où vous pensez que ça peut être intéressant, dans vos assos, etc. Voilà, nous on veut continuer, mais c'est vrai qu'on a besoin que l'audience décolle. Donc voilà, tout ça pour vous c'est juste des petits gestes, mais pour nous qui faisons quand même un certain travail pour fournir ce podcast, ça nous aide énormément. Merci beaucoup par avance, vraiment. Allez, à tout de suite pour la suite de notre interview avec Yoni. Bon, Yoni, on va continuer. On a parlé pas mal des États-Unis, à l'extérieur, à l'intérieur, et de l'Ukraine aussi. Il nous reste que nous, on est en Europe et on est, pour la plupart des gens qui nous écoutent, on est européens. Donc, si on peut agir, entre guillemets, directement à un niveau ou à un autre, ou au moins être bien informé, c'est en Europe que ça se passe. Donc, qu'est-ce que tu voudrais que soit la réponse de la France, de l'Union européenne, de la Finlande, d'un peu tout le monde en ce moment, et dans la cacophonie ambiante, et qu'est-ce qui pourrait être un peu Mm. une feuille de route, une marge de manœuvre pour essayer de s'en sortir un peu par le haut, parce que là, on est Mm. asphyxié. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire au niveau individuel déjà.
plus les gens suivent ce qui se passe et plus ils en parlent autour d'eux, plus ça aide. Mais au niveau européen, ce que Musk il est en train d'essayer de faire, c'est il est en train d'essayer de diviser l'Europe et d'affaiblir l'Europe. Parce que plus l'Europe est divisée et affaiblie, moins elle peut réguler ses entreprises, moins elle peut lui mettre des sanctions, moins elle peut avoir une politique étrangère indépendante et une politique de régulation, etc. Et du coup, son rêve, c'est d'avoir des partis populistes à la tête de tous les pays en Europe, surtout l'extrême droite, Ouais. parce que les partis d'extrême droite lui permettent de faire ce qu'il veut avec son business, mais en même temps d'aussi, c'est des partis anti-eux. Et du coup, pour empêcher ça, beaucoup de pays ont déjà de la régulation, mais il faut un maximum de régulation sur l'ingérence étrangère, que ce soit du financement ou autre. En général, baisser les dépenses de campagne, ça peut aider aussi, parce que si un candidat peut avoir énormément d'argent, ça peut fausser les résultats. Mais après, il faut faire beaucoup plus de régulation, une meilleure régulation sur les réseaux sociaux. On a déjà de la régulation dessus, mais on n'est pas vraiment très fort pour l'appliquer. Il y a beaucoup de régulation, beaucoup de gens se rendent pas compte que la régulation des réseaux sociaux, ça veut pas forcément dire censurer ou modérer le contenu. Ça peut vouloir dire au niveau de la plateforme, que la plateforme doit montrer ses algorithmes. Ou ça peut vouloir dire, par exemple, qu'il faut une vérification de l'identité de la personne qui a un compte, ce qui évite d'avoir des bots. Parce que sans bots, ça change déjà énormément de choses. Ouais. Mais du coup, on peut avoir un contenu qui est tout aussi libre que maintenant, mais avec un algorithme qui est connu de l'UE et avec une vérification des comptes, par exemple. C'est des exemples, il y en a d'autres, mais il peut y avoir plus de régulation sur montrer d'où vient l'argent des pubs. Il y a plein de moyens de réguler, mais il faut réguler. Parce que si on régule pas, ce qui va se passer, c'est que X et TikTok vont énormément influencer nos élections et nous affaiblir et nous diviser. Et si à chaque fois l'extrême droite passe partout, l'extrême droite pro-russe, pro-Chine et anti-UE passe partout en Europe, ben, c'est exactement ce que la Chine et les États-Unis veulent, parce qu'ils veulent se partager, la Russie, la Chine et les États-Unis veulent se partager le monde en sphère d'influence, et du coup, ils veulent qu'on soit divisé. Donc, il faut qu'on régule les réseaux sociaux, plus c'est mieux, mais très vite, il faut pas qu'on fasse ça dans 3 ans, ce sera trop tard. Il faut le faire maintenant, tout de suite. Ça, c'est un premier truc. Après, comme dit, il y a la régulation sur l'ingérence étrangère, les financements de campagne de l'étranger, etc. Il faut que tous les pays européens travaillent là-dessus, même ceux qui ont déjà de la régulation. Il y a d'autres gens que toi qui essaient de porter cette voix, Ouais, où tu te sens un peu seul quand tu parles de ben, il l'importance y a des gens, extrême selon toi d'arriver à réguler les réseaux sociaux non il y a, européens en Europe. il y a beaucoup de gens qui poussent ça, mais c'est pas forcément la majorité non plus. Et quand par exemple Thierry Breton a voulu un peu pousser là-dessus, il s'est fait attaquer par l'extrême droite et par tout le monde comme une sorte de gars qui veut censurer, alors que, comme Hmm. dit, les gens confondent et Musk, etc., font exprès de faire croire aux gens que la régulation, ça veut dire de la censure. C'est pas le cas. On peut aussi censurer, hein, moi je suis pas contre censurer certains trucs. S'il y a quelqu'un qui veut poster des trucs nazis en ligne, ça me gêne pas de censurer. Mais comme dit, on n'a pas besoin de censurer forcément plus que ce qu'on fait maintenant pour mieux réguler. Et ça, les gens sont pas forcément au courant que ça existe. Donc ça aussi, c'est important. Mais il faut qu'on régule, il faut qu'on parle de ce qui se passe, qu'on suive ce qui se passe, il faut qu'on régule plus les réseaux sociaux. Ouais. Et après, au niveau européen, si on a envie de... Parce que là, en fait, on a eu 1 milliard d'opportunités de se réveiller. Il y a eu Trump 1, Trump 2, la guerre en Ukraine, etc. À chaque fois, on fait un ou deux pas, mais on fait pas grand-chose. Et la France, par exemple, c'est un exemple de pays où beaucoup de Français vivent dans ce genre de bulle où ils croient que la France, par exemple, a beaucoup envoyé d'aide à l'Ukraine, alors que la France n'a pas fait grand-chose. Quand tu allumes LCI, et j'aime bien LCI, hein, j'ai rien contre LCI, mais j'ai déjà entendu des généraux français dire on a donné tout ce qu'on pouvait, mais si on compare à ce que d'autres pays ont donné en Europe sur ce qu'ils ont, la France a vraiment pas donné grand-chose. La France n'a pas donné de Ah tanks, bah la ouais. France n'a pas donné de On d'IFV. compare à ce que le Lituanien de base, il a donné plus qu'un café par an, je peux. Ouais, ça, et la Pologne a donné des centaines de tanks, etc. La Pologne a donné des avions de chasse dès le début. Donc la France n'a pas fait grand-chose. La France, c'est un peu le... Pourtant, Macron, il a réussi à faire une communication qui fait que beaucoup de gens croient que la France a donné pas mal, mais la France n'a rien donné. Mais après, il y a un autre truc, c'est que les Français utilisent beaucoup Puis elle a l'excuse même de pas «Ouais, donné mais tout ce on qu'elle avait avait promis, quoi. Ça, c'est encore un autre. c'est ça, ouais. Mais après, il y a beaucoup de Français qui ont l'excuse de dire, ben, on a 300 ans, qu'on va pas en donner, bla bla. Et ça aussi, c'est une fausse excuse parce que déjà, il y a deux options. Enfin, il y a trois options. Soit on peut donner ce qu'on a, et du coup, ben, on peut dire qu'on n'a pas assez, on peut pas donner. Dans ce cas-là, on peut placer les commandes et commander. Donc, la France aurait très bien pu placer des commandes de Saint-Pété, de Scalp, de Hmm. plein de choses que la France produit ou peut Bah, il produire. paraît qu'on est quoi, le cinquième vendeur d'armes au monde? Un truc comme ça, Ouais, non? mais il y a plein de choses et surtout que ça aurait fait du bien à l'industrie française. Et encore, si même ça c'est trop et on n'a pas envie de produire nous-mêmes, il y a des pays comme la République tchèque qui achètent des obus à toute la terre pour en donner à l'Ukraine.
Il y a les Pays-Bas et les États-Unis qui ont acheté des T-72 au Maroc, des vieux tanks soviétiques. Du matériel soviète, il y en a partout sur Terre. Gaz, du vieux, pas cher. L'Ukraine utilise ça, c'est l'utiliser, c'est s'en occuper. Il n'y a aucune excuse pour pas en acheter. Et en dernière option, il y a encore d'acheter du matériel ukrainien à l'Ukraine parce que l'Ukraine a une industrie de la défense qui est pas très chère et qui est bonne. Et du coup, ils peuvent produire beaucoup de choses pour pas très cher assez vite pour l'Ukraine. Ouais, et puis Donc, ils ont fait une petite révolution, eux, pour un pays en guerre, ouais, ouais. avec Après, leur c'est fabrique de drones, des choses comme ça. c'est Et... ça. Et du coup, il y a 10 000 options et comme il n'y a aucun pays européen qui a fait assez, tout le monde devrait faire plus. Et la France, c'est vraiment un des pays les pires, surtout pour un gros pays qui se la joue, qui a envie d'être un leader européen. C'est une blague et c'est un des problèmes de la France, c'est que par exemple, en Finlande, dans les pays frontaliers qui ont la Russie à côté, les pays baltes, la Finlande et la Pologne, on peut pas faire confiance à la France, pas dans le sens personnel du terme, mais dans le sens défense. On peut pas se dire que si Narva se fait envahir demain, que Macron il va envoyer les avions de chasse, parce que si, quand l'Ukraine se fait attaquer, il fait rien, et surtout que la France a bloqué, en plus de pas de faire grand-chose, la France a bloqué de l'aide d'autres pays, Ouais. parce que d'autres pays voulaient au niveau européen acheter du matériel en dehors de l'Europe pour le donner, et la France bloquait pendant un an. Donc du coup, ça rend pas la France plus appréciée des pays qui sont à la frontière et même pour l'industrie de Non. la défense française, même si elle se porte plutôt bien grâce à la guerre, c'est pas forcément, ça aurait été mieux de placer les commandes et de vendre. Il y aurait eu des occasions de vendre beaucoup plus que ce qu'ils vendent maintenant. Ouais. Après, Et quand tu vois la situation catastrophique dans laquelle est l'exécutif français, hein, parce qu'on parle des États-Unis, mais Hmm. Mais on le truc, c'est qu'il y a eu est. des phases pendant la guerre où la situation n'était pas si catastrophique, mais l'exécutif a rien fait. Et comme dit, ouais, la quantité, le matériel, tout ce qui a été donné, ça reste très peu pour la taille du pays. L'Allemagne est beaucoup critiquée pour son aide, mais l'Allemagne a donné largement, largement plus que la France. Ouais, bien Le sûr. Royaume-Uni a donné largement plus. Et pourtant, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas donné grand-chose par habitant non plus. Et ça reste des gens dont on se moque parce qu'ils font pas assez, mais la France, ça fait bien moins. Après, bien sûr, il y a l'Italie et l'Espagne qui font encore moins, mais c'est pas des exemples. Du coup, ouais, en plus de réguler et d'essayer de limiter l'influence de Musk et de tous ces abrutis, l'Europe devrait aussi un peu faire quelque chose parce que au fond, j'aime pas Trump et j'aimerais que les États-Unis aident l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a pas besoin des États-Unis pour s'en sortir. L'Europe, c'est trois fois la population russe, même plus. L'Europe, c'est une dizaine de fois l'économie russe. L'Europe aurait largement la capacité de s'occuper de l'Ukraine, surtout maintenant que l'Ukraine a réussi à stabiliser à peu près. On n'est plus en février 2022, ni en mars 2022. Ouais. L'Europe aurait largement de quoi s'occuper de l'Ukraine et du coup l'Ukraine n'aurait pas besoin d'accepter un deal le moyen forcé par les États-Unis parce que l'Europe pourrait s'en sortir, mais l'Europe, le problème c'est qu'on a un des derniers trucs qu'on pourrait faire au niveau de l'Europe, c'est mettre à jour nos processus de prise de décision parce que si sur les questions de politique étrangère et de politique de défense, on est obligé d'avoir l'unanimité avec tous les pays qui acceptent à chaque fois, on va se faire blackmailer à chaque fois par la Hongrie, par la Bah ouais, Slovaquie. mais ça c'est voilà, ça c'est pareil. C'est le problème. Il nous Depuis combien de temps faudrait. on appelle à certaines réformes des Ouais, processus exécutifs européens et puis on voit rien venir quoi. Donc c'est ça. Il nous faudrait un système où je dis pas qu'il faut 50% pour prendre une décision, c'est pas assez, mais et je suis pas un spécialiste de ça du tout, mais on pourrait avoir un système où par exemple 80% de oui suffit, ou même je sais pas 90% ou quelque ouais, chose. Il faut pas que un ou deux ou trois pays peuvent tout bloquer. Je veux bien que s'il y a cinq ouais. pays qui bloquent, ok, mais s'il y a un pays qui bloque et que c'est parce que sinon il suffit que t'aies un agent russe comme en Hongrie ou en Slovaquie à la tête du pays et Mais, tu finis avec mais tu vois, du tour. malheureusement, cette pauvre Union européenne, alors je veux pas rentrer je veux pas parler comme Musk, hein, qui, Hmm, euh, qui dit que, en reprenant les éléments de langage du bloguiste, du blogueur au départ, tu sais, Yarvin, là, je crois qu'il s'appelle, hmm, ouais, Turkis. qui a ensuite influencé Thiel, etc., etc. Mais, Hmm, je veux pas reprendre ces éléments de langage, mais c'est vrai que la pauvre Union européenne, là, enfin, là, pour le coup, un audit pour pouvoir tailler dedans et pour pouvoir réformer vite certains trucs, t'as quand même l'impression qu'il y en a besoin, hein, Et au lieu de ça, hmm, c'est embourbé à tous les niveaux dans des paperasses et vraiment la bureaucratie absolue, quoi. hmm. Ouais, Et ouais, ça, ouais, c'est non. flippant, hein. Ça, je Hmm, te le dis, c'est flippant parce que du coup, tout ce qu'on dit à l'Europe ci, l'Europe ça, moi, j'écoute et je me dis, bah ouais, mais tu vois, d'un côté,
Bah, c'est un peu la même chose que le côté quasiment irréformable de la France, tu vois. On répète Mhm. depuis. T'as certaines personnes, certains analystes qui répètent des trucs depuis 30 ans, 40 ans, Mhm. 50 ans sur les Ouais. problèmes fonctionnels de l'État français. Et il se passe rien. Mhm. Et il se passe rien. Il y a des Ouais, non, blocages. c'est pas facile. Ouais. Donc bon, Non, c'est sûr. Mais il faudrait, mais c'est les trucs qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir éviter de se faire mener trop en bateau par Musk, la Chine, Trump, etc. bah écoute, Et c'est, Yannick, je te propose de te présenter aux prochaines élections universelles européennes qui n'existent pas ouais. et qu'on fasse une opération commando sur l'Union européenne avec Le l'aide Finlandais. avec l'aide de quelques hedge funds et de Ouais, think tanks qui vont nous aider. ouais, Oui. Peter Thiel qui soutient. Ouais, par exemple. J'ai du mal à y croire, mais bon, écoute, on peut rêver, hein. Ouais, Ouais, et ben écoute, ouais, c'est difficile. C'est ouais. difficile, mais justement, c'est dans les moments difficiles qu'il faut pas perdre tout espoir, parce que là, on est dans des. Je pense que pour beaucoup de gens, moi y compris, on est dans. Toi beaucoup plus, parce que tu es beaucoup plus lucide sur ces trucs-là depuis plus d'années. Mais on est dans des étapes de réalisation et de toujours plus de ouais, aïe, aïe, ça craint, ça craint, ça craint. Et du Hmm. coup, tu as une partie de ton esprit ou une partie de ton truc qui pourrait te dire, ah, à quoi bon, c'est foutu, ou etc., tu vois, qui t'appelle à la passivité et tout ça, et justement, ou à la faiblesse, et justement, c'est dans ces moments-là Hmm. Faut pas. qu'il faut pas s'écouter, qu'il faut pas s'écouter à ce niveau-là, et qu'il faut au contraire relever la tête et se dire qu'on n'est pas tout seul déjà, et qu'on peut pas laisser, que même si le combat va être très 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 difficile, la lutte va être très très difficile, on peut pas abandonner comme ça. C'est pas possible. Non, exactement. Voilà. Faut écouter le podcast Écoutez le et écouter le podcast, prochain épisode. ouais. Bah oui, alors écoutez Ouais. le podcast. Je vais en reparler aux auditeurs en fin de podcast parce que je l'ai pas fait du tout dans le premier. Euh, ouais. Tu veux conclure Non, mais je on est pense bon? qu'on parlera dans le prochain épisode, on Ouais, parlera c'est pas les sujets qui de vont ce sujet. manquer, Ouais, non, etc. Ok. ouais. Eh Très bien. bien, merci à toi, Yoni. Merci, Julien. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, Salut. ciao. Et voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Géopocalypse. Comme vous avez dû l'apercevoir pendant l'enregistrement, c'était un jour un peu difficile. Il y a des jours comme ça où le moral est vraiment pas là. Mais les situations restent, mais les émotions changent et par définition elles sont passagères. Il se passe des choses très graves aux États-Unis et partout dans le monde, mais tant qu'on a la chance de pouvoir en parler et de pouvoir le relayer et de pouvoir y consacrer du temps, c'est que nous-mêmes on a déjà beaucoup de chance. Et avec Yoni et pourquoi pas aussi bientôt d'autres invités, j'espère qu'on pourra parler encore longtemps librement de pourquoi on préfère la démocratie au fascisme, de pourquoi malgré tous ses défauts on a besoin de l'Union européenne, de pourquoi on essaye le mieux possible de refuser les fake news, la polarisation excessive, le complotisme, en espérant y arriver encore un moment et ne pas perdre la tête dans ce monde de fous. Chères auditrices, chers auditeurs, merci et à bientôt.